Добрый день. Bonjour, chers collègues. Nous sommes ravis de vous saluer ici, au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, au briefing de M. Mirochnik, ambassadeur itinérant du ministère des Affaires étrangères. Le briefing est consacré aux crimes du régime de Kiev contre la population civile. Je vais donner la parole à M. Mirochnik et vous aurez la possibilité de poser vos questions. Le briefing est en direct et l'interprétation est disponible en anglais, espagnol et en français. Monsieur Mirochnik, à vous la parole. Bonjour, mesdames, messieurs. Toutes mes conclusions et commentaires liés aux crimes du régime de Kiev en Ukraine seront basés sur les données collectées par le bureau de l'ambassadeur itinérant sur les crimes du régime de Kiev avec les autres autorités fédérales, les associations. Il couvre la période du 1er novembre jusqu'à ce jour. Toute cette information est liée à l'enregistrement des preuves des violations par le régime de Kiev des normes du droit international en matière de droits de l'homme et du droit international humanitaire. Nous pouvons constater qu'après avoir subi une défaite et des pertes humaines considérables sur le champ d'honneur, les groupes armés ukrainiens, sous la houlette des autorités politiques, redirigent leurs capacités militaires vers la perpétration des attaques contre la population et l'infrastructure civile. Ces faits sont enregistrés dans presque toutes les régions russes qui se trouvent près de la ligne de contact et la frontière ukrainienne. Les autorités de Kiev organisent les actes terroristes contre les personnes éminentes en essayant d'influencer la société russe. Ils essaient d'imposer le régime de la dictature en Ukraine. Nos conclusions sont basées sur des preuves collectées par notre bureau. Nous allons commencer par l'utilisation de l'arme explosive, la violation des normes du droit international et l'usage des méthodes interdites de la guerre. L'analyse du caractère des coups, des armes et des méthodes utilisées par les combattants ukrainiens nous permettent de dire avec sûreté que les assassinats des civils, le préjudice infligé à la population civile, la destruction des objets de l'infrastructure civile sont perpétrés délibérément avec la prise de conscience complète des conséquences. Ils peuvent être interprétés comme des crimes du régime de Kiev à l'égard des civils. Il est important de souligner que les combattants ukrainiens, afin d'assassiner la population civile et de frapper les hôpitaux et les écoles, utilisent les compétences qu'ils apprennent grâce à leurs instructeurs occidentaux, payés par les contribuables occidentaux. Tous les armements sont achetés avec l'argent des contribuables qui pourront être dirigés vers le développement de la santé publique, la protection sociale, la lutte contre la pauvreté, la faim et les maladies. Mais tout cela est dirigé vers les assassinats des âgés, des hommes et des femmes et des enfants. Il est important de le comprendre maintenant quand M. Zelensky demande l'Union européenne d'envoyer des tranches de finances afin de faire des actes d'agression contre la Russie. Pour la période du novembre jusqu'au début décembre, 13 enfants ont été blessés à cause des bombardements ukrainiens, dont 2 sont morts. Un garçon a été tué à Donetsk par un obus fusée du LRM HIMARS. L'autre a été tué à Gorlovka par un obus du LRM du calibre 122 mm. La munition s'est écrasée dans une chambre d'enfant et il n'a pas eu de chance à survivre. Selon notre suivi,
C'est la population civile et les objets de l'infrastructure civile qui deviennent le plus souvent les victimes des bombardements dans la RPD, les régions de Belgorod et de Kherson. Pendant 1 mois et 12 jours, les forces armées ukrainiennes ont utilisé, afin de frapper l'infrastructure civile, plus de 12 000 munitions de plusieurs calibres et modifications. Le nombre total des victimes des bombardements ukrainiens s'élève à environ 250 civils, dont chaque 5e est mort. Malheureusement, ce ne sont pas des données finales. À partir du 1er novembre 2023, et la nouvelle information ne peuvent que faire augmenter ce chiffre. Moi, personnellement, j'ai visité toutes les régions de Russie qui se trouvent près de la ligne de contact et de la frontière ukrainienne, et je peux parler précisément des méthodes utilisées par les militaires et par le régime de Kiev à l'égard de la population civile. L'Ukraine, en tant que participant direct de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'usage et de stockage des mines antipersonnelles, ignore de façon flagrante ses engagements. Des milliers de mines antipersonnelles ont été utilisées et sont utilisées toujours par les groupes armés ukrainiens. Les mines interdites PMF-1 Lepestok ont produit déjà plus de 140 blessés, y compris 10 enfants. 3 civils sont morts. Ces mines arrachent des extrémités et causent le dommage irréparable en transformant les gens en handicapés. Après la signature et la ratification de la Convention, l'Ukraine recevait des moyens de l'Union européenne afin d'éradiquer ces mines. Je ne sais pas comment cet argent a été dépensé. Je n'ai rien à voir avec cela, mais ces mines prétendument éradiquées sont larguées maintenant sur des villes le long du front et les localités de la RPD-RPL. Pendant cette période courte, les groupes armés du régime de Kiev ont utilisé massivement en grand nombre des obus d'artillerie, des obus fusées et des missiles à longue portée dotés d'une tête multiple afin de bombarder les régions russes. Ces munitions sont interdites dans plus de 120 pays du monde. À l'issue de ces bombardements, la population civile est blessée et les civils sont morts et les objets sont contaminés avec les munitions non explosées. Une sous-munition, après un de tels bombardements à Donetsk, s'est trouvée dans un coin éloigné de la cour et a été touchée par un enfant. L'enfant a tiré sur un lacet et la munition a fait explosion. L'enfant a perdu ses bras et est mort de la perte sanguine. Combien d'autres enfants seront blessés par ces munitions dans nos cours? Nous ne le savons pas. Les États-Unis envoient un grand nombre de sous-munitions à l'Ukraine. Un autre savoir-faire sanglant des combattants ukrainiens est la chasse aux civils avec les drones. Les opérateurs des drones dotés de munitions explosives chassent la population civile et larguent les munitions sur elle, ce qui produit des blessures et parfois la mort des victimes. Les victimes la plus âgées de tels bombardements pendant toute cette période, à savoir 1 mois, était une femme de 81 ans et la victime la plus jeune est un petit garçon de 2 ans. 57 civils ont été blessés, dont 3 sont les enfants. Je voudrais vous citer plusieurs exemples de cette tactique inhumaine. Dans le district Kirovski de Donetsk, une munition explosive a blessé 2 filles nées en 2009. Les fragments ont touché les ventres, les bras, les jambes des enfants. Et jusqu'à ce jour, les médecins se battent pour leur vie. La situation est très difficile. L'explosif a été largué près d'un magasin d'alimentation et de la station du transport public jusqu'au moment quand les enfants ont sorti du transport pour aller au magasin. Il était gravement blessé. À Staromykhailovka, le district Kirovski de Donetsk, le 24 novembre, en combattant un opérateur de drone a largué une munition sur une fille de 10 ans qui se trouvait dans la rue
dans la cour d'une maison. L'enfant était gravement blessé. Il y a 3 jours, 7 personnes ont été blessées à Donetsk à cause des bombardements. Une femme de 81 ans a été blessée. 2 fois, les Ukrainiens ont frappé la population civile et chaque fois, 3 personnes étaient blessées. Personne n'était militaire. C'était les civils et les opérateurs de drones le voyaient, mais ils larguaient les munitions sur cette population civile. De la même façon, le 22 novembre, une équipe de tournage de la Russia 24 a été blessée à cause du bombardement. Le correspondant Boris Maksudov est mort. Les nationalistes ont chassé de l'air le groupe de journalistes russes et au moment quand ils sont arrêtés pour tourner le reportage, ils ont été bombardés. Le 13 novembre, dans la localité du district Gornostaïvski, la région de Kherson, les Ukrainiens ont utilisé les drones. Par le biais des FPV drones, c'est quand l'opérateur voit tout ce que la caméra du drone voit avec des lunettes de réalité augmentée. On a largué les munitions sur la population civile et sur les objets de l'infrastructure civile. 5 automobiles civiles ont été brûlées. Plusieurs bâtiments administratifs qui fonctionnaient dans le régime normal civil ont été endommagés. En parlant de la chasse des nazis aux civils avec les drones, je ne peux pas me débarrasser du sentiment que je vois les images de la Seconde Guerre mondiale quand les nazis ont bombardé le train médical et les civils fuient ce train et ils sont bombardés par les nazis. Et je vois les images pareilles quand je vois ces statistiques, ces chiffres. Je vois, j'imagine, les hélicoptères audacieux américains qui fusillent, qui bombardent la population civile des villages. Je ne pouvais pas imaginer que cet épisode seront répétés en nos jours et seront commis par les nazis ukrainiens. Les combattants ukrainiens ont maîtrisé parfaitement et utilisent régulièrement la tactique des coups répétitifs. Après qu'un crime est déjà commis et le coup est porté contre le lieu très fréquenté par les civils, les sauveteurs et le personnel médical viennent au secours. À ce moment précisément, les nazis ukrainiens portent les coups répétitifs sur les sauveteurs, sur le personnel médical qui viennent sur le lieu de l'attaque. À partir du 1er novembre, à Donetsk seul, nous avons compté 4 coups répétitifs qui ont produit plus de 40 victimes parmi les sauveteurs, dont 2 sont morts. 4 membres du personnel médical sont blessés. Un conducteur de l'ambulance est mort. Je voudrais vous citer quelques cas les plus effrayants. Le 7 novembre, le centre régional de l'emploi et de la protection sociale à Donetsk était bombardé par 3 obus fusées HIMARS. Le premier obus a touché le centre social ce qui a produit les victimes parmi les employés et les visiteurs. 20 minutes après, on a porté le deuxième coup et 1h30 le troisième. Au total, 61 personnes ont été blessées. 7 personnes sont mortes, 54 sont blessées, y compris 3 enfants. Un conducteur de l'ambulance est mort, 3 membres de la brigade médicale et un agent de l'inspection d'État de sécurité routière et un agent du ministère des situations d'urgence ont été blessés. Le 6 décembre, dans le district Boudianovski de Donetsk, le LRM HIMARS a porté un coup sur les citernes civiles avec le bitume qui était fourni dans la ville afin de mener des travaux de la reconstruction. Après que l'incendie s'est déclaré et les sauveteurs sont venus, les nazis ukrainiens ont porté 3 coups, ce qui a produit 2 victimes parmi les sauveteurs.
Les frappes de missiles de longue portée d'artillerie ont été effectuées sur les lieux de rassemblement massif et les sites sociaux qui sont habités ou fréquentés par les civils. Cela inclut les centres d'aide sociale. 2 centres au minimum ont été exposés aux tirs de la part des forces armées ukrainiennes qui ont fait dizaines de blessés et de morts. Pendant cette période, les forces armées ukrainiennes ont effectué les frappes nombreuses sur les sites d'immunité internationale, les hôpitaux, les établissements médicaux, les maternelles, les écoles et les universités. Je vais présenter les données qui ne décrivent qu'11 jours dans la vie de Gorlovka, qui se trouve dans la République populaire de Donetsk. Pendant 11 jours, le 23 novembre, les combattants ukrainiens ont effectué 19 tirs de LRM Grad, d'artillerie de calibre 152 et 155, y compris à sous-munitions. Ce jour-là, les attaques des forces armées ukrainiennes ont endommagé les bâtiments des crèches 51 et 134. On a endommagé les bâtiments du Collège de technologie et de services de Gorlovka. Un obus a été directement lancé dans le centre culturel Komsomolets. Les coups directs ont été enregistrés dans 8 maisons qui ont endommagé les bâtiments. Les frappes ont été effectuées sur l'infrastructure énergétique, après quoi, à une température d'environ 0 degré, 25 postes de transformation ont été mis hors tension, plus de 3 700 abonnés, 4 chaufferies, une école et un jardin d'enfants ont été privés d'électricité. C'est une volonté de créer des conditions insupportables pour les civils. Une femme née en 1983 a été blessée. Maintenant, je voudrais parler d'un type des violations du droit international humanitaire qui est utilisé activement par la partie ukrainienne. Depuis le 1er novembre, on a effectué 3 actes terroristes au minimum, la responsabilité pour lesquels a été officiellement assumée par les structures étatiques du régime de Kiev. Le 8 novembre, dans sa voiture, on a fait sauter un député du Conseil populaire de la RPL, Mikhail Filiponenko. Le 6 décembre, l'ancien député du Conseil populaire de Louhansk, Oleg Popov, ce jour-là, dans la région de Moscou, on a abattu avec une arme à feu un ex-député de la Rada Yakiva. On a ouvert les affaires pénales et les enquêtes, mais selon les données provisoires, dans tous les cas, on pourrait caractériser ces actes comme les exécutions extrajudiciaires. La responsabilité pour lesquelles a été assumée par le régime de Kiev, ses services spéciaux et les structures étatiques. Parmi ces personnes, aucun n'était un militaire actif, ils étaient des civils qui se sont occupés de l'activité publique. Mais sur le territoire de la Fédération de Russie, ils ont fait l'objet des actes terroristes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas attendu des mots de préoccupation de la part des représentants des États occidentaux dans les organisations internationales, comme dans le cas de patients de Berlin, par exemple, ou d'autres agents étrangers. Mais il semble que les actes terroristes contre un système soi-disant incorrect ne méritent pas d'être condamnés. Quand même, tous ceux qui ont participé à l'organisation, la commande et la mise en œuvre des actes terroristes seront tenus responsables. Les États occidentaux ont une opportunité d'exprimer leur attitude officielle à l'égard de ces actes terroristes qui sont soutenus et réalisés par le régime de Zelensky. Le régime ukrainien perpètre consécutivement un acte d'insulte des sentiments des millions de fidèles en Ukraine. Il écrase le principe de la liberté de religion en mettant sur place un sabbat médiéval pour chasser, interdire et humilier les fidèles de la plus grande organisation religieuse en Ukraine, l'Église orthodoxe ukrainienne. L'opportunité d'affecter arbitrairement la liberté de religion est fixée d'une manière législative dans la loi d'Ukraine de 19 octobre 2023 sur les amendements dans quelques lois de l'Ukraine sur l'activité en Ukraine des organisations religieuses.
Ici, on écrit les changements dans la loi d'Ukraine sur la liberté de conscience et des organisations religieuses de 1991. En particulier, je cite, « On interdit l'activité des organisations religieuses dont le centre de gestion se situe en dehors de l'Ukraine, dans un État qui effectue une agression armée contre l'Ukraine. » Fin de citation. Et pour établir la subordination en ce qui concerne les questions du canon et de l'organisation aux organisations de l'État agresseur, la loi stipule la tenue d'une expertise religieuse à l'esprit de l'Inquisition médiévale. Les expertises sous la pression d'Ukraine sont clairement connues. Je comprends que la constitution ukrainienne est devenue il y a très longtemps un ensemble de normes populistes ignorées par toutes les branches du pouvoir du Kiev. Il y a une norme. Chacun a le droit à la liberté d'opinion et de la religion. Mais le mot « chacun » est considérablement limité et la liste des opinions et religions est adoptée par le fils du président Zelensky. Selon les services de sécurité de l'Ukraine, depuis février 2022, on a ouvert les affaires pénales contre 70 prêtres de l'Église orthodoxe ukrainienne, parmi lesquels 16 sont les métropolites. Ce sont les chiffres honteux pour un État qui proclame la liberté, sa religion, et qui montre la démonstration de négligence totale des normes civilisationnelles reconnues. Pendant les derniers mois et demi, les autorités de Kiev, par le biais des tribunaux simulés et rassemblements factices des chromades, ont sanctionné la prise de dizaines d'églises orthodoxes, expulsion des prêtres et des paroissiens des églises où leurs ancêtres priaient au cours de centaines d'années. Et pendant ces années, personne n'a osé les déranger ou inquiéter. Mais le régime de Kiev a osé. Le 30 novembre 2023, à 6 heures du matin, cathédrale Saint-Nicolas de Kremenets de la Laure de Pochaev dans la région de Ternopol, sur le territoire duquel se situe une école du régent, a été bouclée par la police. La police a forcé les portes et coupé la serrure, après quoi ils ont poussé les étudiantes de 15-17 ans de l'école dans un bus qui était le cathédrale. Cet acte humiliant a été commis pour transmettre le site aux réserves historiques et architecturales d'État de Pochaev, qui, à son tour, après le nettoyage du site, des fidèles incorrects transmettra le site dans les mains d'une église appropriée approuvée par Thomas. C'est la vie quotidienne qui se déroule en Ukraine à l'égard des organisations religieuses. Quelques mots sur l'attente aux droits de langue des personnes qui habitent en Ukraine. Quand il s'agissait des négociations liées à la participation de l'Ukraine à l'Union européenne, les fonctionnaires européens ont dit à l'Ukraine de régler les questions liées aux droits de langue des minorités nationales sur le territoire de l'Ukraine. Et le résultat de cette tentative de règlement, c'était le dernier projet de la loi adopté par la Rada qui institue la ségrégation linguistique en 3 catégories. Les locuteurs natifs de la nation en titre, les locuteurs natifs des pays européens et les privés de droit. Ça veut dire les locuteurs de la langue et la culture russe qui sont nombreux sur le territoire de l'Ukraine. L'article 10 de la Constitution ukrainienne porte un caractère chargé, qui dit « L'Ukraine garantit le développement et l'usage libre et la protection de la langue russe et d'autres langues des minorités nationales de l'Ukraine. L'État promeut l'enseignement des langues et l'usage des langues en Ukraine, ce qui est garanti par la Constitution de l'Ukraine et est défini par la loi. Tous les participants directs ainsi que les perpétrateurs des autres criminels, leurs chefs et dirigeants ainsi que les autorités politiques du régime de Kiev doivent comprendre une seule chose. La responsabilité pour les crimes commis contre les citoyens russes et contre la population de leur pays est inévitable. L'organe judiciaire qui va nommer les coupables et choisir les mesures punitives sera défini quand il y a une nécessité directe. À cet égard, il y a des développements et une décision juridiquement vérifiée et politiquement équilibrée sera prise en temps voulu.
Entre-temps, les criminels de guerre qui ont commis des crimes sur le territoire de la Fédération de Russie et contre des citoyens de la Fédération de Russie devront répondre de leurs actes en vertu des lois de la Fédération de Russie. En ce moment, le comité d'enquête de la Fédération de Russie a terminé l'enquête de 204 affaires pénales à l'égard de 314 militaires ukrainiens qui avaient commis les crimes de guerre contre les civils. Dans 136 affaires pénales, les tribunaux ont prononcé des condamnations à l'encontre de 173 personnes. Parmi les affaires terminées, 4 sont liées aux mineurs blessés ou tués. Pendant cette période, le tribunal de la République populaire de Donetsk a prononcé 10 sentences aux soldats ukrainiens qui ont été condamnés à 17 ans minimum de prison ou la condamnation à vie pour le meurtre des civils et le traitement cruel des prisonniers militaires. Je vais parler brièvement de quelques crimes pour lesquels on a condamné les combattants ukrainiens. Un sniper de l'infanterie maritime des forces armées ukrainiennes a été condamné à vie. Lui et d'autres soldats étaient positionnés dans une maison à Mariupol et sous l'ordre de son chef, il a tiré sur 3 hommes non armés. Il a tiré 20 fois, qui ont fait des morts parmi les civils. Un jour après, il a répété la même chose avec un autre civil qui habitait Mariupol. Il a été condamné. Le tribunal de Donetsk a condamné un chef de section de l'infanterie maritime à 30 ans de prison pour avoir tué 6 civils à Mariupol. En mars 2022, dans le collège professionnel métallurgique de Mariupol, il a fusillé 5 civils après les avoir battus. Il a tué un autre civil du Kalachnikov sur le territoire d'un maternel de Mariupol. Un autre chef de bataillon des forces armées ukrainiennes attend la décision du tribunal. Dans la région de l'usine métallurgique de Mariupol, Ilitch, il a donné l'ordre à ses sous-ordres d'amener 8 civils dans le cours et les fusiller. Et ces personnes ont été seulement soupçonnées de l'habitude bienveillante envers les Russes. Et les résultats de toutes ces données, je dois noter que ici, je voulais montrer quelques épisodes des actes criminels du régime de Kiev. Ce sont les actes qui pénètrent toutes les choses précieuses dans la vie de la population ukrainienne. Le régime de Kiev tâche d'écraser toutes les bases sur lesquelles la population ukrainienne s'est développée. C'est l'orthodoxie canonique et la langue russe comme la langue de la communication internationale, l'héritage culturel, historique, la littérature, l'histoire, l'architecture et les traditions populaires. Ce sont les crimes pour lesquels Zelensky sera condamné par d'autres générations qui a presque écrasé sa population en ignorant les normes du droit international qui a utilisé l'information qui ont été recueillies par les services spéciaux. Dans ce briefing, nous avons abordé des événements séparés des semaines récentes et nous serons prêts à présenter quelques d'autres exemples des crimes du régime de Kiev à l'égard des enfants qui met en question les déclarations des fonctionnaires occidentaux sur l'agression non provoquée, de soi-disant agression non provoquée de la Russie à l'égard de l'Ukraine. On voit clairement que les combattants perpètrent les crimes contre la population civile et les enfants et d'autres personnes. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Nous passons aux questions. Голос Отечества, la parole est à vous. Bonjour, Monsieur Mirochnik. Vladimir Poutine a honoré la mémoire de nos soldats tombés en Ukraine avec une minute de silence et a dit que notre lutte pour la souveraineté est la lutte nationale de la libération. Dites-moi, s'il vous plaît, si nous nous libérons, alors qui et quand nous a subjugués et quel est le rôle de l'Ukraine dans tout cela? Premièrement, les événements de 1991
n'ont pas reçu encore l'évaluation historique. Et pour la grande famille russe, c'était les événements catastrophiques. Tout ce qui se passe maintenant dans les nouvelles régions et sur le territoire de l'Ukraine et la lutte de la libération. Et nous essayons de protéger la population des nouvelles régions qui ont poursuivi sur les territoires ukrainiens. Le régime de Kiev est un régime de marionnettes qui ne correspond pas aux intérêts nationaux de la population ukrainienne. Le peuple ukrainien est à bout de force pour survivre et la protection de la culture russe et de la population russe sur le territoire ukrainien est nécessaire. Et pour cela, on a besoin de la gouvernance correcte. Mais pour le moment, ces régimes dirigés par les curateurs occidentaux. Il s'agit de la protection de la sécurité nationale et nous allons aboutir aux objectifs fixés par le président Poutine parce qu'il n'y a pas d'alternative pour sauver des millions de gens. Est-ce que je peux vous demander si l'Ukraine est la victime de l'OTAN et de l'Occident dans cette situation? La victime principale, c'est le peuple ukrainien qui souffre de tout ce qui se passe maintenant. Aucun dirigeant depuis 1991 n'a causé de souffrance au peuple ukrainien, à part M. Zelensky. Avec M. Zelensky, on a vu la formule de la gouvernance instable qui ne correspond pas aux intérêts nationaux de la population ukrainienne. Merci. Nous passons aux médias étrangers. Radio Saga, est-ce que vous êtes ici? Oui, bonjour, Monsieur Mirochnik. Est-ce que nous pouvons parler de l'attitude des structures étrangères, des forces de l'ordre et des autorités de la protection des droits de l'homme? Est-ce qu'il y a la chance réelle? Je ne vous entends pas, le son est très mauvais. Je ne comprends pas. Ma question est suivante. Les structures étrangères, la Cour internationale des Nations Unies, est-ce qu'ils vont faire face à ces questions? Est-ce qu'ils vont régler ces questions? Vous savez, en ce qui concerne les plateformes internationales qui ont été créées afin de régler les disputes, afin d'assurer la mise en œuvre du droit international humanitaire, des droits de l'homme, sont transformées par l'Occident dans les structures de propagande. Et on ne peut pas compter sur les réactions correctes et adéquates par rapport au règlement du conflit ukrainien. Nous utilisons ces plateformes afin de prononcer, exprimer notre voix, mais nous comprenons que sous la houlette des structures occidentaux, les sanctions, les mesures qui vont obliger le régime de Kiev de mettre en œuvre les engagements et les provisions des conventions de droits de l'homme est impossible. Nous comprenons que pour le contexte actuel, nous avons besoin d'un nouveau système de la coopération des relations qui va aller en dehors des systèmes existants. Dans le contexte de la hégémonie des États-Unis, nous voyons que quand qu'une puissance
vous vous rappelez quand Hitler a dit « Je vous libère de cette chimère de la conscience » et l'Occident libère l'Ukraine, libère le monde des droits de l'homme et il autorise la violation des normes du droit international. J'ai déjà cité plusieurs cas et nous n'avons pas reçu aucune réaction de la part des enceintes internationales, des Nations Unies, de l'OSCE, du Conseil des droits de l'homme. Tous ces cas ont été ignorés de manière flagrante par les structures internationales. C'est pourquoi nous ne pouvons pas espérer que ces structures vont effectuer le travail efficace qui va obliger les pays de mettre en œuvre leurs engagements. Merci beaucoup, je vous ai bien compris. Merci beaucoup. Des questions? C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Mirochnik. Oui. Est-ce qu'il y a les autres représentants des médias qui voudront poser les questions? Chers collègues. Monsieur Mirochnik, si vous me permettez, l'agence Reuters, je voudrais développer la question précédente. Est-ce que vous envisagez de présenter les données collectées au sein de la Croix-Rouge pour que la communauté internationale soit consciente? Vous savez, la plupart des données collectées par nous et présentées lors du briefing sont parfaitement connues par les représentants de la Croix-Rouge. Nous maintenons le dialogue régulier avec la Croix-Rouge. Les représentants du ministère des Affaires étrangères maintiennent les contacts avec eux. Nous pouvons constater que ce n'est qu'une partie de données qui est acceptée, prise en compte par la Croix-Rouge. Mais pour le moment, nous ne voyons aucun pas orienté vers l'éradication du système de l'hégémonie. C'est pourquoi il n'y a pas de différence pour le moment entre la Croix-Rouge et les autres organisations qui doivent surveiller et qui doivent contrôler la mise en œuvre du droit international humanitaire. Merci beaucoup. Chers collègues, d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, nous vous remercions. Oui, une question. Конкретно. Перспективно, юридически, имеет, допустим, БРИКС или... Est-ce que BRICS ou d'autres structures ont le pouvoir d'influencer la situation? Vous savez, il n'y a pas une réponse concrète à votre question, mais tout ce que vous disiez, ce sont les mots appropriés puisque nous constatons qu'un nombre des organisations qui ont été créées dans le système binaire du monde, quand il y avait des relations entre les centres différentes et ce système fonctionnait bien. Et maintenant, pendant la période quand les États-Unis sont en agiment, ces structures ne fonctionnent plus. C'est pourquoi nous avons besoin de nouvelles plateformes. Je ne sais pas combien ces plateformes seront construites puisque nous avons besoin des engagements de la part de toutes les organisations internationales qui, à ce jour, sont préoccupées par les situations existantes quand les normes internationales sont ignorées par les joueurs sur la scène internationale. C'est pourquoi cette question que vous avez demandée, c'est une question des dialogues et des engagements de toutes les parties prenantes. Merci beaucoup. Je remercie, chers collègues les journalistes. S'il n'y a pas d'autres questions, on termine notre briefing. Je vous remercie pour votre participation et les questions posées. Je vous remercie.